Bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e et dernier épisode d'Historiapolis consacré à l'histoire du peuple juif. Dans cette série, nous avons à peu près tout exploré de fond en comble jusqu'à l'orée du XXe siècle. Et en cette fin de deuxième millénaire, un chemin considérable a été parcouru. De communautés dispersées sur le pourtour méditerranéen, les Juifs se sont peu à peu polarisés vers l'Europe au fur et à mesure de l'émergence de la modernité. Modernité culturelle, avec les Lumières et leur version juive, la Haskalah, mais aussi modernité politique, avec les émancipations légales, aboutissement de l'esprit de la Révolution française et de l'édification des États-nations modernes, à l'image de l'Empire allemand. Modernité économique, enfin, avec l'essor de grandes dynasties financières juives et l'accession à la moyenne bourgeoisie urbaine d'une bonne partie de la population juive ouest-européenne et américaine. Enfin, essor de nouveaux phénomènes inconnus jusqu'alors, comme au sein de la communauté juive, un sionisme désormais de plus en plus en acte, et à l'extérieur, la mutation d'un anti-judaïsme traditionnel et religieux en un antisémitisme à fondement racial. Je précise d'emblée que dans cet épisode, je n'aborderai pas certains sujets, notamment celui de la Seconde Guerre mondiale, et j'en expliquerai les raisons par la suite. Mais revenons aux origines de l'antisémitisme moderne, et l'évolution des ressorts qui y conduisent. Voilà ce que dit Michel Abitbol dans Histoire des Juifs. Un très fort sentiment de désenchantement s'est emparé de beaucoup d'intellectuels juifs devant les pogroms de Russie et la montée de l'antisémitisme en Autriche et en Allemagne. Par ailleurs, l'affaire Dreyfus en France fut un véritable électrochoc quand les juifs les plus émancipés et les plus intégrés d'Europe ont été tout autant visés par les antisémites que ceux affichant ouvertement leur identité juive. Jusqu'au tournant du XXe siècle, les intellectuels apportaient deux types de réponses à l'hostilité à l'égard des Juifs. L'antijudaïsme religieux, motivé par le passé et les arguments classiques du peuple déicide, et l'antisémitisme séculier, motivé par la crise sociale des modernités urbaines et industrielles. À la fin du XIXe siècle, une troisième réponse, qui devait avoir grand succès jusqu'à aujourd'hui, fait son entrée dans le répertoire. L'explication psychologique. Elle est introduite par le médecin juif d'Odessa, Léon Pinsker, pour qui l'antisémitisme était une psychose héréditaire, inguérissable de la mentalité humaine. De là devait découler tout type d'explications, parfois, à mon avis, un peu grossières, du genre l'existence d'une jalousie éternelle ou la haine de la réussite, et ce genre d'interprétations qui ont en fait beaucoup accompagné l'essor de la psychanalyse comme catégorie d'interprétation des malaises individuels, mais aussi des malaises collectifs et sociaux à la fin du XIXe siècle, sous l'égide évidemment de Freud. C'est alors qu'on en vient à la première formalisation officielle du sionisme en tant que projet politique. C'est le célèbre Theodor Herzl qui en est à l'initiative avec le livre Der Judenstaat publié en 1896. Initialement, l'État juif devait être créé soit en Argentine, soit en Afrique orientale. Mais les Juifs d'Europe orientale étaient plus ouvertement en faveur de l'option palestinienne, et ils constituaient la vaste majorité du public sioniste à l'époque. En effet, les élites occidentales, même après l'affaire Dreyfus, étaient peu intéressées par l'idée d'émigrer. Pourtant, si Herzl était le plus connu des sionistes et donc celui qui a influencé le plus l'opinion juive internationale, il n'était à coup sûr pas le plus avisé ni le plus méthodique dans sa vision de ce que serait l'État juif futur. Son dernier livre, Alt-Neuland, de 1902, témoigne de son utopisme quelque peu déconnecté. Il imagine une sorte de nation arc-en-ciel, sans hymne et sans drapeau, un État sioniste qui ne serait pas religieux, où toutes les religions vivraient ensemble dans la paix fraternelle. En fait, il est probable qu'Herzl était complètement sincère quand il pensait naïvement que les populations arabes accepteraient sans aucun problème l'arrivée massive de juifs, en échange de la modernisation de la Palestine par les élites juives. À dire vrai, Herzl, pur produit de l'Autriche-Hongrie, ne connaissait pas grand-chose de cette région où il ne semble s'être rendu qu'une seule fois, et qu'il avait confié ne pas avoir beaucoup apprécié. En définitive, c'est surtout les rabbins orthodoxes antisionistes qui lui paraissaient le plus entraver le projet sioniste initial. Pendant ce temps, deux vagues d'Alia, donc un terme pour signifier l'émigration des Juifs vers la Terre Promise, avaient déjà été réalisées. La première, dans la période 1881-1890, était peu idéologique et constituait essentiellement en la fuite des pogroms antisémites de l'Empire russe,
tandis que la deuxième, dans la période 1903-1914, était organisée par les premières associations sionistes socialistes qui vivaient vraiment dans un culte de la modernisation de la Palestine par les masses juives. La question se pose alors de savoir si c'est l'hébreu, l'allemand ou le yiddish qui devrait être fixé comme langue nationale. Finalement, après un dur conflit idéologique appelé guerre des langues, c'est l'hébreu qui finira par s'imposer, en dépit de l'opposition des milieux orthodoxes. Au Proche-Orient, il y avait deux formes principales d'opposition aux Juifs. Celle des Arabes chrétiens, principalement idéologiques, relayée par les journaux et les intellectuels levantins, notamment libanais, qui devaient véhiculer et importer principalement les arguments antisémites et anti-juifs ayant cours en Occident, et celle des musulmans qu'on va qualifier plutôt comme de terrain, peu idéologiques, mais consistant surtout en des attaques, agressions et émeutes, notamment de la part des paysans arabes, les fellahs, qui étaient souvent spoliés et rackettés par les colons juifs et se défendaient d'une manière ou d'une autre. Pendant ce temps, le Bund antisioniste s'active en faveur d'un autonomisme juif en Europe orientale, qui aurait dû conduire à terme à la création d'une entité juive semi-indépendante, voire indépendante et d'inspiration socialiste, ce à quoi s'opposent presque toutes les futures figures juives du mouvement révolutionnaire internationaliste, de Lénine à Trotsky, en passant par Rosa Luxembourg. C'est alors qu'au tout début du XXe siècle, une dissidence sioniste du Bund, les Pohalei Zion, émerge afin de mener un travail similaire à celui du Bund, mais en Palestine cette fois-ci, dans ce qu'on appelle le Yishuv, comme le nomment les Juifs, c'est-à-dire la communauté juive présente au Proche-Orient avant la création de l'État d'Israël. Le rôle des Pohalei Zion est de protéger les Juifs des attaques arabes de plus en plus fréquentes, et cela va notamment se faire par l'intermédiaire de sa branche armée, le Hashomer. Dans l'excellent livre de Yuri Slezkine, Le siècle juif, est développée de manière fascinante la thèse du peuple juif comme mercurien, c'est-à-dire un peuple peu enraciné, peu doué pour le travail manuel, confronté aux problématiques qu'implique le fait de devenir un peuple apollinien, c'est-à-dire un peuple d'ouvriers et de paysans ruraux et sédentaires. C'est exactement ce que développe Max Nordau à travers l'évocation du concept de judaïsme musculaire. Finalement, l'un des seuls à montrer une certaine préoccupation à l'égard du traitement des populations arabes sera l'intellectuel Isaac Epstein, qui sera conspué pour son texte La question oubliée, regrettant le mépris des populations arabes par les colons juifs. En fait, au-delà du congrès de Bâle en 1897, l'événement fondamental qui va provoquer la mise en branle de l'entreprise sioniste, c'est la déclaration Balfour en novembre 1917, en pleine Première Guerre mondiale. Selon Michel Abitbol, Arthur Balfour, ministre britannique des Affaires étrangères, fait cette déclaration pour trois raisons, en dépit de l'image alors plutôt pro-allemande du sionisme à l'époque. La première, c'est que le Royaume-Uni est alors en grande difficulté sur les mers, et notamment en Méditerranée, où sa position dominante historique est remise en cause. Bien qu'en plein délitement, l'Empire ottoman avait mis à l'amende l'armée britannique à la bataille des Dardanelles en 1916, et ni les Italiens ni les Français n'étaient en mesure d'offrir un soutien massif. L'aide américaine commençait à sérieusement tarder, et les sous-marins allemands coulaient de très nombreux navires dans la Manche et l'Atlantique. C'est pourquoi le Foreign Office, donc le ministère britannique des Affaires étrangères, connaissant l'influence internationale des élites juives à New York, décide de faire pencher publiquement la balance en sa faveur en prenant officiellement position sur le sujet. La deuxième raison, c'est la volonté britannique d'affirmer sa suprématie en Palestine, au détriment notamment des Français. La troisième raison, enfin, ce sont les convictions personnelles de Lord Balfour, presbytérien enthousiaste à l'idée de la réalisation des prophéties de l'Ancien Testament. Du côté de l'Europe de l'Est, entre 1917 et 1920, de nombreux massacres de juifs ont lieu, notamment de la part de Cosaques et d'Ukrainiens, ce qui va largement faire augmenter le flux de juifs en Palestine, originaires de ces régions. Mais la Première Guerre mondiale va surtout marquer l'essor d'un phénomène de fond dans le judaïsme mondial, la montée en puissance du judaïsme américain. Il ne s'agit pas seulement de l'effondrement de l'Europe et sa mise en tutelle progressive par le grand frère américain. Il s'agit d'un effondrement de même ampleur du judaïsme ouest-européen désormais éclipsé par les juifs américains, mettant en lumière par la même occasion un clivage stratégique entre d'une part le judaïsme new-yorkais très sioniste
et partisan des minorités nationales, c'est-à-dire du fait que les juifs des nouvelles nations d'Europe de l'Est obtiennent un statut particulier favorable au sein de ces États, et le judaïsme européen, notamment français, regroupé autour de l'Alliance israélite universelle dont on a parlé dans l'épisode précédent, et britannique, qui est lui resté très fortement assimilationniste. On en arrive donc à une situation assez cocasse où des gouvernements non juifs, anglais et français, sont plus sionistes que les communautés juives de ces pays. Mais le judaïsme britannique, plus proche des États-Unis de par sa fibre anglo-saxonne, va finalement se rallier aux options sionistes américaines, d'autant qu'elles coïncident avec les intérêts anti-français des Anglais dans la zone, laissant les juifs français seuls dans leur croisade assimilationniste. L'homme fort du judaïsme français de l'époque, c'est Sylvain Lévy, représentant de l'Alliance israélite universelle à la conférence de paix de Versailles, après la fin de la Première Guerre mondiale. Mais continuons de regarder du côté de la Palestine mandataire, alors sous domination britannique. 3 forces entrent en jeu. Les Britanniques, les Arabes et les Juifs, les Arabes étant eux-mêmes divisés entre musulmans et chrétiens. C'est peu dire que l'implication des militants sionistes les plus radicaux dans l'entreprise de soumission de la Palestine n'est pas d'une grande subtilité, ce qui est confirmé par Michel Abitbol. Défilés militaires, entrée massive de juifs dans l'administration, création en 1917 de la Légion juive sous l'égide de Vladimir Jabotinsky, tout cela ne fait rien pour apaiser la situation avec les Palestiniens. Les Arabes du Levant décident alors de s'unir dans un comité islamo-chrétien pour définir les termes de la lutte contre la colonisation sioniste. Si les chrétiens sont favorables au protectorat, britannique pour les orthodoxes et français pour les catholiques, les musulmans sont favorables à l'indépendance pure et simple d'un vaste royaume arabe sous l'égide du roi Faisal, qui, devant l'échec de cette option, devra se contenter de régner sur l'Irak. À partir de 1920 environ, le comité se fissure, et le contrôle de l'opposition antisioniste et du nationalisme arabe est pris par les musulmans, en particulier le grand moufti de Jérusalem, Hadj Amin al-Husseini. La famille al-Husseini occupait sous l'Empire ottoman des fonctions prestigieuses en Palestine. À partir des années 1920, cependant, les Britanniques se rapprochent des Arabes, conscients de leur grande force, et, apeurés par l'activisme bolchevique de nombreux juifs en Palestine, participent même pour certains soldats aux émeutes de Jaffa en 1921, orchestrées par les Arabes et qui font des dizaines de morts juifs. La communauté juive, pour sa part, dont la majorité vit dans les fameux kibbutz, c'est-à-dire des colonies agricoles d'inspiration socialiste, est alors dotée de 3 organisations principales. L'Agence juive, le bras financier chargé de recueillir l'argent en provenance des communautés juives mondiales et d'organiser l'économie du Yishuv, la centrale syndicale Histadrut, organisatrice du monde du travail, des rapports patrons-travailleurs ayant des rôles d'éducation, et la Haganah, l'armée du Yishuv qui a précédé la création de Tsahal en 1948. Au niveau idéologique, le Yishuv est très clivé en 3 camps principaux. Les libéraux, conduits par Chaim Weizmann, pensaient qu'il serait possible malgré tout de poursuivre l'entreprise sioniste avec l'aide de la Grande-Bretagne. Les socialistes plus circonspects, dirigés par David Ben-Gourion, entendaient y parvenir en essayant d'établir une coopération de classe avec les travailleurs arabes. Très sensibles aux attaques antisionistes des bundistes et des communistes juifs, ils recouraient volontiers au schéma marxiste de la lutte des classes pour expliquer d'une part la division de la société palestinienne entre Effendi exploiteurs et Fellah exploités, et poser d'autre part les jalons d'une solidarité de classe entre ouvriers juifs et ouvriers arabes. Enfin, dernière grande composante de l'éventail sioniste, la droite dite révisionniste et son maître à penser, Vladimir Jabotinsky, qui revendiquait un État juif s'étendant de part et d'autre du Jourdain. 2 rives à le Jourdain, celle-ci est à nous et celle-là aussi. Il estimait que la tâche la plus importante du sionisme était de garantir la sécurité du Yishuv, en l'entourant d'une muraille de fer. Rompant ainsi avec le pacifisme déclaré de ses collègues socialistes, Jabotinsky réclamait depuis la guerre la création d'une force de défense juive. C'est ce même Jabotinsky qui va fonder le Bétar en 1923. Une 4e composante existe, résolument d'extrême gauche et idéaliste, le Brit Shalom, c'est-à-dire l'Alliance pour la paix, dont l'intellectuel Martin Buber se fera le porte-parole, rêvant d'un État unique judéo-arabe très œcuménique. Ce rêve évidemment ne se réalisera jamais, même si les années de 1924 à 1929 constituent un peu l'apogée du Yishuv.
tant sur le plan de la prospérité économique que du développement des kibbutz et de l'acquisition des terres. Mais en 1929, la crise économique, conjuguée au retour des tensions religieuses, assombrit l'horizon. De très nombreuses émeutes ont lieu à l'été de cette année, à la mesure de la progression d'un sionisme agressif et prévaricateur. En décembre 1931 a lieu le Congrès islamique mondial à Jérusalem, réuni par le Grand Moufti, et qui pour la première fois met au premier plan la question de la Palestine, question qui à partir de ce moment deviendra de plus en plus centrale dans le débat public de tous les pays musulmans. Les émeutes de Constantine en 1934 en Algérie, qui vont faire des dizaines de morts parmi la communauté juive de la ville, sont en partie le produit de l'écho du Congrès de 1931. Michel Abitbol montre bien comment, déjà à l'époque, la présence juive est perçue comme une véritable oppression, à l'égal des empires coloniaux européens. À l'évidence, les bénéfices recueillis par les Arabes n'étaient qu'un sous-produit accidentel de l'expansion économique juive, les deux communautés n'ayant jamais été aussi fermées l'une à l'autre qu'à cette époque. Les Juifs, sûrs de leur bon droit historique, éprouvaient un profond dédain pour la civilisation orientale de leurs voisins. Les Arabes, subissant le joug d'une puissance étrangère, établissaient un lien de cause à effet entre leur asservissement politique et le caractère colonial de la modernité de leurs envahisseurs sionistes et européens. La gestion du mandat par les Britanniques n'aide pas, toujours indécise, jouant un jeu d'équilibre très compliqué entre sionistes et musulmans. Il est probable qu'ils aient tenté de ménager les deux camps, mais que la dynamique du mouvement sioniste, qui avait connu pas moins de 5 grandes vagues d'immigration entre les années 1880 et 1930, les ait souvent menés à avoir une attitude compréhensive à l'égard des soulèvements arabes, tout du moins jusqu'en 1936. Car au moment de la grande révolte arabe de 1936-1939, les faits vont diamétralement s'inverser. La 8e armée britannique, dirigée par le général Montgomery, mène une répression atroce et ponctuée de graves exactions contre les Arabes. D'autant qu'au même moment, le groupe terroriste du mouvement révisionniste l'Irgun, fondé en 1931, commet de nombreux attentats dans toute la région. Refusant cette voie, jouant un grand rôle dans l'organisation militaire de la Haganah, donc l'armée juive, et posant les bases du futur État d'Israël, David Ben Gourion devient la figure politique majeure du Yishuv à la fin des années 1930, face à un courant libéral désorganisé et un courant révisionniste infréquentable, bien aidé par la redoutable efficacité de l'organisation du Mapai, le Parti socialiste juif de Palestine, lui qui a commencé sa carrière politique dans le syndicat Histadrut. Pendant la même période, donc entre les deux guerres, en URSS, les Juifs participent très activement à la révolution russe. Le positionnement d'Isaac Babel est d'ailleurs assez typique. Les Juifs sont plutôt d'abord du côté des Mencheviks, ce qui est la position officielle du Bund, qui par ailleurs s'active dans la création de droits spécifiques aux minorités autonomes juives de la région. Globalement, les Juifs sont très nettement surreprésentés dans les institutions soviétiques des années 1920 et 1930. En Pologne, il y a 3 grandes communautés qui représentent environ 10% de la population, soit environ 3 millions d'habitants au début des années 1930. Les plus progressistes, socialistes et sionistes sont les Juifs du sud de la Pologne et de la Galicie, à l'ouest de l'actuelle Ukraine, en fait les anciennes régions de l'Empire d'Autriche. Les populations de la région de Varsovie ainsi que les Litvaks, donc de Lituanie, sont beaucoup plus conservatrices et religieusement orthodoxes. La date clé en Pologne, c'est 1935, date de la mort de Józef Pilsudski, qui va faire exploser les tensions et provoquer de très nombreux pogroms. En parallèle, c'est aussi en Pologne que l'autodéfense juive est, déjà préfigurant l'insurrection de Varsovie en 1944, la plus organisée. Aux États-Unis, la population juive qui a explosé entre 1900 et 1920 est alors composée de populations majoritairement modestes, groupées dans les quartiers de Lower East Side à New York, West Side et Downtown à Chicago, et le North End de Boston. Pendant longtemps, l'accès des Juifs aux hautes fonctions politiques américaines reste bloqué. Mais ils investissent très rapidement le milieu du droit, que ce soit aux fonctions les plus hautes, notamment à la Cour suprême, avec Louis D. Brandeis, qui est le premier Juif à y être nommé en 1916, ou au poste de professeur de droit à l'université. En France, les années 1920 sont à bien des égards ce qu'on peut appeler une décennie juive.
On parle d'ailleurs parfois de renouveau ou de renaissance juive, surtout sur le plan culturel et artistique. En fait, c'est dès les années 1920 qu'on peut identifier au sein de la communauté l'essor d'une nouvelle génération qui va questionner le traditionnel franco-judaïsme très assimilationniste. Génération qui est celle qui a vécu en pleine jeunesse et parfois fait la Première Guerre mondiale. Sur le plan littéraire, la figure classique de l'ancien judaïsme français assimilé, Marcel Proust, est remplacé par le romancier francophone juif le plus célèbre des années 20 et 30, Albert Cohen. Dans les milieux artistiques, les juifs sont nombreux à Paris dans les mouvements dits d'avant-garde, notamment en peinture et en sculpture avec Marc Chagall, d'origine biélorusse, le Livournais Modigliani ou encore Lucien Pissarro, fils du célèbre peintre franco-danois d'origine judéo-portugaise Camille Pissarro. Dans le monde universitaire, le rayonnement d'Henri Bergson est considérable. Enfin, sur le modèle du scoutisme européen, des organisations de jeunesse juive se mettent en place. À cette époque, les élites politiques et laïques du judaïsme français ont déjà largement basculé dans un sionisme dominant. Les défenseurs du franco-judaïsme traditionnel sont de plus en plus rares. Les affaires Schwarzbard en 1927 et Stavisky en 1934 sont des carburants très puissants dans la remontée de l'antisémitisme d'entre-deux-guerres. Les derniers bastions de l'antisionisme et de l'assimilationnisme judéo-français sont dans les synagogues et les consistoires. Minoritaires face à la gauche laïque dominante et le bolchevisme des Juifs d'Europe de l'Est récemment arrivés en France, les assimilationnistes deviennent plus patriotes, au point pour certains d'entre eux de se rapprocher des croix de feu du colonel de Larocque, puis de son successeur, le Parti social français, assez populaire auprès des Juifs d'extrême droite de l'époque, principalement des anciens combattants de la Première Guerre mondiale, car il est le seul mouvement de ce bord à récuser ouvertement l'antisémitisme. Multidécoré, invalide à 40%, l'ancien combattant Edmond Bloch est la figure principale de ces nationalistes français juifs. En 1952, il se convertira au catholicisme. Je l'ai dit donc en introduction de cette vidéo, je n'aborderai pas ici le sujet de la situation allemande et de la Seconde Guerre mondiale, comme je n'étais pas entré dans les détails de l'affaire Dreyfus dans le dernier épisode. Non seulement car ces sujets sont extrêmement connus et ont été énormément traités par de nombreuses autres chaînes YouTube ou podcasts, sans évidemment parler des très nombreux livres qui ont été publiés sur ces sujets, mais aussi car il aurait fallu y consacrer un épisode entier, voire une série entière. On va donc conclure cette série sur l'histoire des Juifs en évoquant brièvement les débuts d'Israël en tant qu'État. Sur la période 1945-1967, les thématiques importantes sont celles du plan de partage de l'ONU de 1947, de la guerre de 1948 et ce qu'on appelle du côté palestinien la Nakba, c'est-à-dire le désastre avec les attentats anti-britanniques de l'Irgun et l'affaire de l'Exodus 1947 comme caisse de résonance mondiale. En fait, après la Seconde Guerre mondiale, le mouvement de fond, c'est la polarisation du judaïsme dans le monde en deux centres écrasants qui sont les États-Unis et Israël. Le judaïsme d'Europe centrale et de l'Est, à part à l'intérieur même de l'URSS, s'effondre. Idem pour celui du Maghreb et des pays arabes. En écrasante majorité, les Juifs d'Europe centrale, de l'Est et des pays arabes et du Maghreb émigrent en Israël, sauf ceux d'Algérie qui, de nationalité française, s'installent en métropole à partir de 1962 et la fin de la guerre d'Algérie. En URSS, en dépit des fortes campagnes antisémites vers la fin de la période stalinienne, leur situation s'améliore peu à peu. En France, les séfarades s'adaptent très bien, beaucoup mieux que ceux qui ont choisi d'émigrer vers Israël ou les États-Unis, qui connaissent un vrai déclassement social. En Israël même, c'est à partir du milieu des années 1970 que la vie politique va peu à peu se polariser entre une droite de plus en plus révisionniste et radicale et une gauche de plus en plus orientée vers la paix, avec l'apparition de groupes extra-parlementaires comme Shalom Achav, donc la paix maintenant, créée en 1978 à gauche, très axée sur la paix avec les Palestiniens, ou Gush Emunim à l'extrême droite, qui soutient fermement le mouvement de colonisation de la Cisjordanie, entamé dès la fin de la guerre des 6 jours. Il faut aussi noter une importante modification ethnique des Juifs israéliens dans les années 1980-1990. D'une part, on voit l'arrivée à la suite de l'opération Salomon en mai 1991 de dizaines de milliers de falachas, les Juifs éthiopiens souvent extrêmement pauvres, et à l'inverse,
l'arrivée aussi d'une population extrêmement compétente et diplômée. Les Juifs d'Union soviétique, en voie d'éclatement, qui sont environ 500 000 à s'installer en Israël en 5 ans, de 1989 à 1994. Voilà donc pour ce petit résumé qui apporte quelques données de compréhension sur l'État israélien, mais qui ne se concentre pas sur l'histoire, la formation et l'évolution de cet État, car l'histoire d'Israël, depuis 1948, c'est encore un sujet un peu différent de l'histoire du peuple juif. Merci donc d'avoir suivi cet épisode et cette série jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, je vous encourage à partager, liker et commenter, et à bientôt sur Historiapolis.